Chez Duralex, il y a eu 2 rentrées. La première sous les feux des projecteurs, photos avec les partenaires institutionnels et commerciaux, poignées de main. L'entreprise lance un pack de soutien à grand renfort de messages sur les réseaux sociaux. À nos côtés. Mais pour les salariés, la vraie rentrée a lieu le lendemain. On va vous expliquer comment on va retourner Duralex alors que les 6 précédents se sont cassés la figure. François Marciano a porté le projet de Scope et a été reconduit au poste de directeur. Il annonce un plan ambitieux. Il entend quasiment doubler le chiffre d'affaires en 5 ans pour atteindre 40 millions d'euros et veut aussi davantage de communication et de consultation du personnel. Nous, cet exercice va être fait au moins tous les 3 mois. Au moins tous les 3 mois. C'est hyper important. On va leur demander leur avis sur des gros sujets. Enfin, on va travailler ça de façon transparente et de façon à ce qu'ils prennent des décisions. Des salariés décisionnaires, c'est une des conséquences du passage en Scope. Sur les 226 employés, 138 ont investi de leur poche au minimum 500 € pour devenir associés. Oui, motivé depuis le début. On connaît, je suis en finance, donc on suit les chiffres et on essaye de voir là où on peut gagner pour relever le défi. Bon, il y a longtemps que je suis là et le projet industriel me semble bon. Alors que les autres projets ne me semblaient pas tenir la route, honnêtement. On reçoit souvent des emails, des informations et on voit vraiment ce qui se passe. Et je fais aussi partie du conseil d'administration et s'il faut, j'hésite pas à aller à la direction, demander des renseignements quand on voit que quelque chose ne va pas. Mais franchement, tout le monde répond avec le sourire et on voit qu'il y a une grande envie d'aller de l'avant et ça fait plaisir. Plein d'envie et d'optimisme, les associés espèrent désormais convaincre leurs collègues. Dès qu'on fera du bénéfice, c'est qu'il y aura une part travail donc pour tout le monde et en plus une part associée. Ceux qui ne sont pas encore associés, ils se diront d'eux-mêmes, en fait, si je deviens associé maintenant, j'aurai les 2 parts de retombées de bénéfices. Donc oui, je pense que ça va naturellement venir plus tard d'avoir tout le monde qui va être associé à terme. Pour fabriquer du verre, il faut du sable, beaucoup de sable. C'est près de 80% de la recette. Ce matin-là, c'est la responsable de l'élaboration du verre, Clarisse Hardy, qui réceptionne la livraison. Ce sable, il vient du coup des carrières de Fontainebleau. Donc, on alimente le four depuis des années et on s'est toujours servi de ce sable-là. Donc, c'est un sable qui est particulier, c'est pas comme le sable des plages. C'est un sable qui a une granulométrie particulière qui est très très fin. Et nous, c'est très important parce qu'on est garant de la qualité. Un camion comme ça, c'est 30 tonnes. Et le matin, généralement, il arrive autour de 7 heures. On ensile, on vérifie que la matière est bonne. On fait toute la partie analyse. Et quand c'est bon, on fait le déchargement comme ça. Ensuite, on envoie du coup la matière dans les silos. Des silos de stockage, le sable est acheminé au four. Dans la salle de contrôle, on surveille scrupuleusement les températures à différentes étapes de la fusion, et ce jour et nuit. Alors, journée d'hier, comment ça s'est passé? Écoute, ils n'ont rien marqué de spécial. Rien de particulier? Non. Si on arrête de chauffer, le verre en fait après se fige et dans ces cas-là, le four il est mort. Il fonctionne en continu H24 toute l'année, même à Noël et jour de l'an, et on doit toujours l'alimenter. Si on n'a pas suffisamment de verre du coup dans le four, on n'alimente pas la ligne de production et dans ces cas, on ne peut pas produire. C'est pour ça que le four, c'est vraiment le cœur de l'usine et on n'en a qu'un, donc on le préserve. Au sable, on ajoute du calcaire, du carbonate ou encore du calcin, des débris de verre recyclés. La recette, comme les températures, sont des secrets de fabrication jalousement gardés. Quand on fait du verre sodocalcique, on mélange différents ingrédients, donc des matières premières. C'est pour ça que je le compare souvent du coup à la pâte à crêpes en cuisine. On emmène ces matières premières dans le four et en chauffant, on fond la matière première et on élimine toutes ces bulles de gaz pour donner justement un verre qui est bien homogène aux lignes de production. Sur ces lignes, les gouttes de verre en fusion tombent dans des moules. Des moules fabriqués par un fournisseur français et peaufinés dans l'atelier moulerie. Entre les mains d'Ahmed Teristi, le moule d'un modèle iconique. Toute la gamme Picardie est très demandée, surtout le Picardie 25, qui lui est très demandé. On le voit souvent dans des films comme James Bond. Autre élément de moulage, les soupapes numérotées. Le fameux numéro, il correspond à quoi? Le numéro, c'est le numéro du moule. Ou alors de votre âge. Là, comme là, on est à 16 ans, sur les cantines. Et donc, oui, voilà, ça permet de savoir quel moule changer sur la machine s'il y a un souci. Il peut être abîmé. Et il le change, il dit tiens, c'est la station numéro 2, le moule numéro 16.
Retour à la ligne. Ce matin-là, elle est à l'arrêt pour un changement de production. Les mécaniciens modifient différentes pièces, comme les fourches. La fourche, elle permet d'envoyer notre produit sur la tournette qui va conduire tous les articles un à un dans le four des trempes. L'étape de changement, elle est longue parce qu'il y a beaucoup d'outillages à remplacer en fait, pour passer d'un format à un autre. Donc, pour pouvoir produire, par exemple, un saladier à une assiette ou à un gobelet, on va devoir changer tout ce qui est moule, poinçon, les tournettes qui permettent à l'article d'être en rotation au niveau de la trempe. Une fois qu'ils sont façonnés dans des moules, les produits Duralex subissent une dernière opération pour que le verre devienne un verre trempé. C'est la marque de fabrique de l'entreprise. L'article, une fois démoulé, va passer dans toute la partie trempe avec un système de réchauffage, puis de choc thermique, de refroidissement fort qui donne la trempe et la dureté à l'article. Nos produits sont réputés incassables, ils le sont pas, mais ils sont beaucoup plus résistants qu'un article qui va être recuit de manière classique. Grâce à ce processus. En bout de chaîne, les articles sont contrôlés visuellement. Des échantillons sont aussi prélevés pour tester leur résistance aux chutes, à l'empilage ou encore au choc thermique. On les installe de façon à ce qu'il reste 40 minutes à une température de 170 degrés. Et dans 40 minutes, on les plonge dans une eau à peu près, là, on est sur du 27-28 degrés. C'est un peu un test qui nous permet d'avoir une résistance dans un four micro-ondes. Sur les 5 lignes de production, une seule est actuellement en fonctionnement. Pour tourner à plein régime, l'usine doit remplir ses carnets de commandes. Cela passe par une diversification de la gamme. L'entreprise veut notamment renforcer sa présence sur le marché des boîtes hermétiques. Le nom commercial, c'est la Freshbox. L'idée, c'est d'avoir des boîtes de conservation en verre parce que le verre est un matériau sain et qui conserve, qui est complètement neutre avec les aliments. Il n'y a aucun échange entre le verre et les aliments. Et c'est les boîtes de conservation du futur. Pour mieux vendre ses produits, la SCOP s'est adjoint les services de Vincent Valin, nouveau directeur de la stratégie en charge du business plan. Le business plan, c'est 40 millions d'euros dans 5 ans. On espère évidemment le faire avant, mais en tout cas, ces 40 millions, c'est ce qui nous permet d'avoir une trajectoire de trésorerie favorable à partir de l'année 4 ou 5, ce qui va être fondamental pour évidemment la poursuite à la fois des investissements, et des investissements non seulement côté usine, mais aussi des investissements marketing et commerciaux. Son téléphone sonne beaucoup. Vincent Valin ? Des cabinets de recrutement le sollicitent, oui. Ils savent que Duralex embauche. On fait du recrutement en direct pour l'instant, on ne passe pas par des intermédiaires. On va faire le shortlisting nous-mêmes. Maxime, oui, dis-moi juste les recrutements. Au total, une trentaine de postes sont à pourvoir. On a beaucoup de candidatures. On a reçu rien que pour le poste de marketing digital, 15 candidatures en 2 jours. On a vraiment aujourd'hui toute une équipe commerciale à reconstituer. En France, on a besoin vraiment de quelqu'un pour s'occuper des enseignes dans la grande distribution. Et puis surtout sur l'international. On fait 80% de nos ventes à l'international. Monsieur Montpellat. Dans ce contexte, les entretiens ou rencontres avec des candidats sont quasi quotidiens. On va aller faire la visite d'usine, et puis on discutera informellement en marchant. Ça permettra d'approfondir un peu l'entretien qu'on avait commencé en visio. C'est ça me va très bien. C'est cool de pouvoir visiter le site aussi. Jérémy, c'est un candidat à quel poste? Donc Jérémy est candidate pour un CDD que l'on ouvre sur le poste de BI, donc Business Intelligence. Donc c'est un élément essentiel pour nous, pour pouvoir mieux analyser par région nos ventes, pour aider le marketing, pour aider le commerce à mieux vendre. Ah oui. On fait le point sur le recrutement pour Business Intelligence. Donc on avait vu les 4 candidats hier déjà en visio, donc on en a retenu 2. Des commerciaux, des spécialistes de marketing, mais aussi des régleurs ou des techniciens de maintenance pour la partie production. La SCOP embauche, là où les projets de reprise concurrents prévoyaient plutôt de supprimer des postes. Nous, on n'adhérait pas à ce projet parce que nous qui connaissons la société, on n'arrivait pas à comprendre comment ils voulaient faire tourner l'usine en 5/8 et répondre aux demandes clients avec moins de personnel, alors que nous, on estime qu'il nous en manque aujourd'hui. Nous, on voyait plutôt, eux, ils ont compris qu'il y avait trop de charges de personnel, donc ils voulaient baisser les charges de personnel pour que le chiffre d'affaires suffise. Nous, on regarde le problème dans l'autre sens. C'est-à-dire que nous, on veut augmenter le chiffre d'affaires pour pouvoir absorber correctement les charges de personnel qui nous semblent nécessaires et minimum pour faire tourner l'usine. Une usine énergivore aux frais de fonctionnement colossaux de plus de 2 millions d'euros par mois.
L'outil industriel est décrit comme vieillissant, des investissements lourds sont à prévoir. 88 des 226 salariés n'ont pas investi dans la SCOP, c'est près de 40% des effectifs. Il y a d'abord ceux comme Jessica Gélin qui n'y étaient pas foncièrement hostiles. C'est un choix sans être un choix en fait, parce que le lancement de la SCOP en fait s'est fait très très rapidement. Le fait est que j'adhère à la conception de la SCOP, mais sur le jour J en fait où il fallait donner le montant, ce n'était pas possible financièrement. Mais d'autres salariés n'ont pas suivi parce qu'ils doutent de l'espérance de vie de la SCOP, de sa compétitivité et de sa capacité à lever des fonds en dehors de l'argent public. On sait surtout que c'est une reprise politique. La métropole est derrière, se croire toute l'équipe, tout le monde est derrière. Bon, jusqu'à quelle hauteur? C'est là. On va voir dans les mois à venir s'ils sont toujours aussi confiants. Est-ce qu'aujourd'hui, les nouveaux commerciaux vont faire le travail? Pour faire le travail, le marché va être là. On a de la concurrence. Le Made in France, aujourd'hui, il a un coût maintenant. Ça fait 32 ans que je suis en entreprise. À chaque fois, c'est la même musique. On nous vend du rêve au départ et vous aurez les fruits. Et puis à la finale, ça finit pareil. Si l'heure est encore à l'optimisme et à la célébration du sauvetage de tous les emplois, les échéances cruciales arriveront vite pour Duralex, à commencer par la première assemblée générale de la SCOP qui doit confirmer l'équipe de direction. Elle est prévue pour le mois d'octobre.